le Zodiac. Il a choisi son propre nom, et ce nom, il l'a gravé dans la mémoire collective américaine avec la même précision qu'il mettait à abattre ses victimes. Le Zodiac sévit en Californie du Nord entre 1968 et 1969, peut-être plus longtemps. Au moins 5 morts confirmées, peut-être 37, selon ses propres revendications. La vérité reste enfouie. Ses débuts sont ceux d'un prédateur méthodique. Il choisit des cibles isolées, des couples dans des zones reculées, un chauffeur de taxi à San Francisco. Pas de profil fixe, pas de mode opératoire répété à l'identique. Il tire, il poignarde, il varie. Et puis, il écrit. Des lettres aux journaux, aux inspecteurs, aux procureurs, des messages chiffrés, construits à partir d'un alphabet cryptographique personnel. Il exige que ces lettres soient publiées en première page, sous peine de nouvelles tueries. Les enquêteurs du FBI, de la police de San Francisco, du comté de Napa, tout le monde s'y casse les dents. Les cryptographes déchiffrent certains codes, d'autres restent impénétrables, encore aujourd'hui. Sa plus longue lettre chiffrée n'a été résolue qu'en 2020 par une équipe internationale d'amateurs, 50 ans après avoir été envoyée. Le Zodiac disparaît aussi soudainement qu'il est apparu. Ses dernières communications connues dateraient de 1974. Aucune arrestation. Le suspect principal, Arthur Lee Allen, est mort sans jamais être inculpé. Les preuves ADN trop fragmentaires pour conclure. L'affaire est officiellement ouverte. Le Zodiac a compris avant tout le monde que la terreur n'a pas besoin d'un corps. Il suffit d'une lettre, d'un chiffre et d'une promesse non tenue. Abu Nidal, il a tué pour tout le monde. Pour l'OLP, puis contre elle. Pour l'Irak, puis contre l'Irak. Pour la Syrie, pour la Libye, les rumeurs les plus folles ont circulé sur ses commanditaires réels, et certaines n'ont jamais été totalement réfutées. Abu Nidal est la figure la plus insaisissable du terrorisme international du XXe siècle. Non parce qu'il courait vite, mais parce que personne n'a jamais su exactement pour qui il travaillait. Sabri Khalil al-Banna, né en 1937 dans une famille palestinienne aisée de Jaffa, expulsé lors de la création d'Israël en 1948. La dépossession forge l'homme. Il rejoint le Fatah de Yasser Arafat, mais la modération d'Arafat lui devient vite insupportable. En 1974, il fonde l'organisation Abu Nidal, une structure mercenaire qui attaque des cibles juives, occidentales, arabes, selon les contrats du moment. Son palmarès est sanglant. L'attentat de l'aéroport de Rome en 1985, celui de Vienne le même jour, la tentative d'assassinat sur l'ambassadeur israélien à Londres. Plus de 900 victimes dans une vingtaine de pays. Interpol le classe comme l'homme le plus dangereux du monde. Il opère depuis Bagdad, Damas, Tripoli, changeant de base selon les alliances, jamais fixe, jamais prévisible. En août 2002, Abu Nidal est retrouvé mort dans un appartement de Bagdad, peu après une visite des services de Saddam Hussein. Suicide, selon la version officielle. 4 balles. Un homme qui a vendu la mort à tous les camps, sans jamais être jugé par aucun, a peut-être trouvé la définition ultime de l'impunité. Devenir indispensable à tous ses ennemis. Gavrilo Princip. Il a 19 ans. Il mesure 1,60 m. La tuberculose le ronge déjà. La Serbie l'a refusé à l'armée, jugé trop chétif pour servir. Et pourtant, le 28 juin 1914, dans une rue de Sarajevo, cet adolescent rachitique tire 2 coups de pistolet qui déclenchent la Première Guerre mondiale. Gavrilo Princip grandit en Bosnie sous occupation austro-hongroise. Bosnien serbe, il absorbe le nationalisme serbe comme une religion de substitution. À Sarajevo, il rejoint la Main Noire, une organisation secrète pro-serbe. Le plan est simple, tuer l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, lors de sa visite officielle. 6 conspirateurs sont postés sur le trajet du cortège. La matinée tourne au fiasco. Le premier attentat à la bombe rate. La grenade rebondit sous la mauvaise voiture. Les conspirateurs se dispersent. Princip, convaincu que tout est perdu, entre dans une boulangerie. Par un concours de circonstances absurdes, le cortège repasse devant lui après que le chauffeur s'est trompé de route. Princip dégaine à moins de 2 mètres. François Ferdinand et son épouse s'effondrent. Il est arrêté sur place. Trop jeune pour être exécuté selon la loi austro-hongroise, il est condamné à 20 ans de prison. Il meurt en cellule en 1918, des suites de la tuberculose et de la malnutrition, quelques mois avant la fin de la guerre qu'il a allumée. Ce qui rend Princip insaisissable, ce n'est pas sa fuite. Il n'a jamais fui. C'est l'impossibilité de comprendre comment un adolescent maladif, dans une ruelle de Sarajevo, a pu tenir dans sa main le destin de 10 millions d'hommes. Ted Kaczynski. Pendant 17 ans, le FBI a traqué un fantôme. Un fantôme qui envoyait des colis piégés depuis les forêts du Montana, ciblait des universitaires et des cadres de l'industrie technologique et rédigeait un manifeste de 35 000 mots
contre la société industrielle. L'Unabomber, contraction de University and Airline Bomber, représente l'une des enquêtes les plus longues et les plus coûteuses de l'histoire du Bureau fédéral d'investigation. Theodore Kaczynski naît en 1942 à Chicago. Enfant prodige, il entre à Harvard à 16 ans, obtient son doctorat en mathématiques à l'Université du Michigan, devient professeur à Berkeley. Puis, en 1969, sans explication, il démissionne, coupe tout lien social et disparaît. Il s'installe dans une cabane sans eau ni électricité dans les bois du Montana. Ce que ses anciens collègues ignorent, c'est que là-dedans, il fabrique des bombes. 16 attaques entre 1978 et 1995, 3 morts, 23 blessés. Ces engins sont artisanaux, mais sophistiqués, construits pour tromper les détecteurs et piéger les enquêteurs. Pendant 17 ans, aucune empreinte utilisable, aucun témoin, aucune piste sérieuse. C'est son propre manifeste qui cause sa perte. En 1995, il exige que ses écrits soient publiés dans la presse nationale, sous peine de nouveaux attentats. Le Washington Post publie. Le frère de Kaczynski reconnaît le style, les idées, les tournures spécifiques. Il contacte le FBI. Kaczynski est arrêté dans sa cabane en avril 1996. Un génie des mathématiques presque resté à jamais inconnu prouve qu'un homme peut se rendre invisible dans une société de surveillance totale, à condition de n'avoir besoin de personne. Mehmet Ali Agca. Le 13 mai 1981, sur la place Saint-Pierre de Rome, devant 100 000 fidèles, un homme sort un pistolet Browning et tire à plusieurs reprises sur le pape Jean-Paul II. La victime survit. L'histoire, elle, reste ouverte. Mehmet Ali Agca naît en 1958 en Turquie, dans un milieu rural pauvre. À 21 ans, il tue le rédacteur en chef du principal journal libéral turc. Il est arrêté, s'évade, dans des circonstances jamais totalement élucidées, et disparaît dans les réseaux criminels et extrémistes d'Europe de l'Est. Il appartient au Loup Gris, organisation d'extrême droite turque, mais ses connexions débordent rapidement ce cadre. Ce qui rend l'affaire définitivement insaisissable, c'est la question du commanditaire. Agca lui-même a donné une dizaine de versions différentes au fil des années. Les soviétiques, les bulgares, les iraniens, une organisation secrète internationale. Lors de sa rencontre en prison avec Jean-Paul II, une scène entrée dans la mémoire collective mondiale, il aurait murmuré à l'oreille du pape quelque chose que personne n'a entendu. La CIA et les services italiens ont enquêté pendant des années. La piste bulgaro-soviétique, qui aurait impliqué le KGB désireux d'éliminer ce pape polonais soutenant Solidarność, n'a jamais été prouvée, jamais refermée. Agca est libéré en 2010. Il se convertit au catholicisme, puis à l'islam, puis prétend être le Messie. Quand un assassin change de version plus souvent qu'il change de pays, la vérité elle-même finit par devenir insaisissable. Carlos le Chacal. Il a choisi lui-même sa légende. Quand les journaux ont trouvé dans ses affaires un exemplaire du roman de Frédéric Forsyth sur un tueur professionnel, ils l'ont surnommé le Chacal. Il a accepté le nom. Il l'a porté comme une armure. Illich Ramirez Sanchez, né en 1949 au Venezuela, dans une famille bourgeoise d'un avocat marxiste fervent. Son père lui a donné le prénom Illich en hommage à Lénine. L'idéologie est coulée dans le béton dès la naissance. Formé à Moscou, recruté par le Front populaire de libération de la Palestine, Carlos devient dans les années 1970 l'un des terroristes les plus actifs et les plus recherchés du monde occidental. Sa liste d'opérations est un inventaire des années de plomb. La prise d'otage de l'OPEP à Vienne en 1975, 11 ministres du pétrole capturés, le monde en haleine. Les attentats à Paris dans les années 1980, des bombes dans des trains, des gares, des ambassades. Plus de 80 morts à son actif. Il opère depuis Damas, Bagdad, Budapest, Tripoli. Aucun pays occidental ne met la main sur lui. Pendant 20 ans, Carlos voyage sous des dizaines d'identités, protégé alternativement par la Syrie, le Yémen du Sud, Cuba. Il joue les régimes les uns contre les autres, monnayant ses services, disparaissant avant que la situation se retourne. Sa chute vient paradoxalement de la fin de la guerre froide. Ses protecteurs perdent leur raison stratégique de le couvrir. En 1994, il est localisé à Khartoum. La DGSE française l'enlève et le ramène à Paris. 20 ans de fuite à travers 4 continents, et c'est finalement la disparition de ses alliés, et non la compétence des services secrets, qui a eu raison de lui. Jack l'Éventreur. Il n'a pas de visage, pas de nom, pas de passé connu. Jack l'Éventreur reste, plus de 130 ans après ses crimes, l'énigme criminelle la plus célèbre de l'histoire moderne. L'automne 1888,
dans les ruelles crasseuses de Whitechapel, à Londres. Le quartier est un entrepôt de misère humaine. Prostituées, alcooliques, immigrants sans papier entassés dans des taudis. C'est là que Jack choisit ses victimes. 5 femmes, officiellement, peut-être plus. Ce qui distingue immédiatement Jack des autres tueurs de son époque, c'est la précision chirurgicale des mutilations. Les enquêteurs de Scotland Yard sont stupéfaits. Les organes prélevés suggèrent une connaissance anatomique réelle. Chirurgiens, bouchers, médecins fous, chaque piste ouvre 10 nouvelles hypothèses. Les lettres envoyées à la presse, dont la célèbre missive signée « From Hell », accompagnée d'un demi-rein humain, transforment le tueur en spectacle. Jack joue avec la police. Il joue avec le public. Il sait qu'il est insaisissable. Et il a raison. L'enquête piétine. Aucune arrestation, aucun procès. En novembre 1888, après le meurtre de Mary Jane Kelly, le plus brutal de la série, les meurtres s'arrêtent. Pourquoi ? Jack est-il mort ? Emprisonné pour un autre crime ? Parti à l'étranger ? Personne ne le sait. Plus de 200 suspects ont été proposés au fil des décennies, des ducs aux médecins, en passant par des peintres célèbres. Aucune conclusion définitive. Ce qu'a accompli Jack l'Éventreur va bien au-delà de 5 meurtres dans l'East End londonien. Il a inventé le mythe du tueur anonyme et prouvé que l'absence d'identité peut être une arme plus redoutable que le couteau lui-même. Lee Harvey Oswald, Dallas, 22 novembre 1963. John Fitzgerald Kennedy est tué d'une balle lors de son cortège présidentiel. L'Amérique s'arrête. 60 ans plus tard, elle cherche encore la vérité. Lee Harvey Oswald est un personnage qui n'aurait jamais dû figurer dans les manuels d'histoire. Enfant instable, adolescent errant, il s'engage dans les Marines, apprend le russe, fait rarissime pour un soldat américain de l'époque, puis défecte en URSS en 1959. Il y vit 3 ans, épouse une soviétique, revient aux États-Unis en 1962. La CIA le surveille, le FBI le surveille. Son dossier est épais comme un roman. Le jour de l'assassinat, Oswald travaille dans un dépôt de livres scolaires situé sur le trajet du cortège. Les preuves matérielles semblent l'accabler. Carabine achetée sous un faux nom, témoins, empreintes. 2 jours après l'attentat, avant qu'il puisse parler devant un tribunal, un petit criminel local nommé Jack Ruby lui tire dessus dans le sous-sol du commissariat de Dallas, devant des dizaines de journalistes en direct. Oswald meurt sans avoir dit un mot sur ses motivations. Sans procès, sans verdict, sans vérité officielle. La commission Warren conclut à l'action d'un homme seul, mais les zones d'ombre restent béantes. Le voyage à Mexico City des semaines avant l'assassinat, les contacts avec des agents cubains, les incohérences balistiques. Des millions de pages de documents déclassifiés partiellement et toujours rien de définitif. Oswald n'a pas été insaisissable parce qu'il a fui, il a été rendu insaisissable parce qu'on l'a fait taire avant qu'il puisse parler. Ce que ces hommes ont en commun, ce n'est pas la violence, c'est l'ombre. Chacun à sa manière a exploité la même faille fondamentale dans nos systèmes de contrôle. La vérité complète sur un individu est toujours hors de portée. L'histoire retient leurs actes. Leur véritable motivation, elle, reste libre. Si cette vidéo t'a captivé, laisse un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Et dis-moi en commentaire, quel sujet tu veux voir traiter la prochaine fois.